Alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous sur ce nouveau live Executive Studio. Tous les 15 jours, nous avons le plaisir de vous proposer des lives 100% inspirants avec de nombreuses personnalités pour nous aider à rester optimistes, positifs et résilients pendant cette période si imprévisible. Alors aujourd'hui, le thème c'est être et rester en quête de sens. Je suis ravie d'accueillir Marc de la Ménardière, entrepreneur, globetrotter investi dans la transition sociétale et réalisateur du documentaire En quête de sens. Alors comment amorcer cette après-crise sanitaire? Nous savons désormais que cette crise majeure représente une opportunité unique d'opérer enfin des changements profonds dans nos vies, dans nos entreprises, mais aussi sur notre impact environnemental et sociétal. Les conditions n'ont jamais été aussi satisfaisantes. Alors nous allons échanger pendant 45 minutes, partager ensemble, échanger peut-être notre regard sur notre monde de demain. Bonjour Marc, je suis ravie de te recevoir sur ce live Executive Studio. Mille merci d'avoir accepté notre invitation. Donc avant de démarrer, j'aimerais peut-être lancer, si tu le souhaites, la bande-annonce de ton film documentaire, si tu peux effectivement nous partager ton écran. Oui, bonjour à tout le monde. Alors, on va essayer. Ma connexion dans les Deux-Sèvres en ce moment n'est pas extraordinaire, mais je vais essayer donc de vous partager l'écran et de vous mettre ça. Alors, c'est parti. Quand on est petit, on se dit que plus tard, on Partager ira dans J'ai l'écran. l'impression que ça marche. Je vous mets dans l'écran. Hop, je vais juste tester et je vous partage l'écran tout de Merci. suite. Hop là. Voilà. Donc, c'est parti. Quand on est petit, on se dit que plus tard, on ira explorer le monde. Et puis en grandissant, on oublie ses rêves pour tomber dans la routine. The world as we see it is an expression of the collective beliefs. When we look at the world today in crisis and failing, and it says if you want to evolve and survive this crisis, we have to change the belief systems. The reduction of our identities to being consumers is part of the problem. La science du XXe siècle a redécouvert ce que le bouddhisme nous a appris depuis 2500 ans, c'est-à-dire les concepts d'interdépendance. Toutes les choses sont reliées ensemble. So it's a kind of like a cycle. That's how nature works. So we have to learn from nature and create a cyclical economy. Alors, Nosotros somos la punta del cambio que viene. Voilà. très bien, merci beaucoup Marc. Alors, il s'agit effectivement d'un vrai voyage initiatique qui redonne confiance dans notre capacité à porter le changement en nous-mêmes et dans la société. Alors, je te laisse peut-être le soin, Marc, de te présenter, peut-être quelques minutes, et de présenter la motivation, effectivement, ce qui t'a poussé à prendre la route pour réaliser ce formidable projet. Eh ben oui, alors moi je m'appelle donc Marc de la Ménardière, j'ai maintenant 38 ans et donc j'avais fait une école de commerce. J'avais travaillé un peu à New York jusqu'à ce que je me casse le pied et que je regarde plein de documentaires déprimants et du coup voilà que je change un peu de vie. Et aujourd'hui voilà j'habite dans les Deux-Sèvres. On a créé un lieu qui justement, on en parlera un petit peu peut-être tout à l'heure, mais qui est plus justement un lieu de une sorte de Villa Médicis de la transition. Ce qu'on aimerait bien, c'est de pouvoir voilà réfléchir à d'autres modes de vie, expérimenter d'autres modes de vie et prendre le soin justement de se rencontrer et puis d'essayer de donner du sens à ce qu'on fait dans sa vie perso et pro et trouver justement des liens un peu entre les deux. Très bien. Donc, qu'est-ce qui t'a finalement motivé dans cette quête de sens? Raconte-nous un petit peu finalement le démarrage de ce projet. Donc, le démarrage, donc, c'est ce que je commençais à dire tout à l'heure. Moi, je travaillais pour Danone, pour la marque Evian à l'époque, à New York, à Manhattan. Donc, j'étais business developer. Donc, le but, voilà, c'était de développer le business d'Evian aux États-Unis, enfin à New York notamment,
notamment tout ce qui était les grands restaurants, les hôtels, les boîtes de nuit, donc toute la partie un peu plus sympa quand on a 27 ans et puis qu'on commence à avoir son premier travail. Et du coup, voilà, je me suis cassé le pied et j'ai commencé à regarder un peu trop de documentaires sur je dirais, la marchandisation du monde. Et en fait, j'ai vraiment regardé beaucoup de documentaires. L'avantage d'un documentaire par rapport à, on va dire, de regarder le journal télé, c'est qu'un documentaire va prendre 2 heures pour expliquer vraiment en profondeur un problème, là où on va d'habitude un peu passer rapidement et on ne va pas aller à la cause de la cause. Et donc, de regarder une trentaine de documentaires justement sur ce système, sur la société et sur cette marchandisation du monde et les conséquences que ça avait en termes de destruction de la planète, en termes d'aliénation un peu de l'humain avec cette consommation poussée à l'extrême. On connaît mieux l'individu qui se connaît pour lui faire acheter des produits qui détruisent la planète et qui ne le satisfaisaient pas forcément. Plus la société un peu du contrôle qui était aussi quelque chose qui pouvait arriver en étant aux États-Unis. Voilà, tout ça, je me suis dit, est-ce que moi, vendre de l'eau, ça fait du sens ou pas? Et du coup, voilà, je sentais que l'entreprise, en tout cas, n'était pas prête pour toutes ces questions-là à l'époque. Et j'avais envie de plus de sens, de faire de réfléchir à autre chose. Et donc, dans ce cas-là, voilà, c'est à ce moment-là que je me suis dit, vu qu'il n'y a pas forcément le terrain pour parler de ces choses-là, d'essayer d'aller chercher des réponses plutôt que juste parler des problèmes. Il y a un moine bouddhiste que j'avais rencontré, il m'avait dit parle pas de problème tant que tu n'as pas une solution, sinon tu mets les gens dans la peur et c'est pas avec ça qu'ils agissent du bon espace. Donc on s'était dit, enfin on l'a compris après, d'abord aller chercher des gens inspirants qui font le changement, qui réfléchissent à un autre modèle de société. Et puis voilà, aller chercher des réponses à nos questions, même si on a trouvé des réponses à des questions qu'on ne se posait pas finalement. Très bien. Alors, le changement de la société, et je reprends peut-être une citation, ne peut se produire que par le changement de chaque individu. Que t'inspire cette citation? Ou pour reprendre l'adage de Gandhi, comment devenir le changement que nous souhaitons voir dans le monde aujourd'hui? Nous, on a commencé notre voyage en Inde justement avec des disciples de Gandhi qui essayaient de mettre en pratique ça. C'est des gens que j'avais vus dans d'autres documentaires, notamment Vandana Shiva, qui s'était battu pour justement contre les OGM pour essayer de sauver le patrimoine en fait de tout ce qui était les graines des paysans, que ça soit plus forcément justement qu'ils puissent être échangés et que ça soit pas marchandisé et soumis à des brevets. Mais ils avaient mis en place une petite ferme et justement on a pu expérimenter un autre mode de vie, qui est le mode de vie un peu gandhien, sur justement le local, le faire avec ses mains. Ils pensent qu'on n'est pas juste des consommateurs, mais qu'on est des producteurs, créateurs, et dès qu'on se réapproprie ce travail de ses mains, on retrouve une forme de dignité. Et l'autre partie qui est de ne pas coopérer avec ce qu'on pense, ne pas être la justice. Et dedans, il y a forcément cette idée de être le changement qu'on veut voir pour le monde. Et eux, ils nous ont beaucoup inspirés puisqu'ils incarnaient ce qu'ils racontaient. Je pense qu'il n'y a pas de plus bel exemple aussi que de faire ce qu'on pense être juste. Donc, il y avait cette inspiration-là. Et je pense qu'en effet, on ne peut pas demander au monde d'être ce qu'on n'incarne pas. Si on veut que le monde il ait des belles valeurs de bienveillance, d'unité, de solidarité, d'honnêteté, est-ce que nous, on l'incarne aussi au quotidien? Je ne pense pas que ça soit suffisant, mais en tout cas, c'est la première étape, je pense, pour se sentir en cohérence avec soi. Et puis, voilà, d'entreprendre. Et je pense qu'on inspire aussi les autres en passant à l'action. Donc, je pense qu'il faut les deux. Il faudra changer de vision et réfléchir à justement toutes les architectures invisibles, philosophiques qui ont construit cette société, ce monde-là, qui sont en train de changer, on en reparlera peut-être. Et en même temps, se dire, voilà, moi, si je n'ai pas un impact sur le monde entier et je ne suis pas responsable de tout ce qui s'est passé depuis 2-3 000 ans, par contre, à mon échelle, qu'est-ce que je peux faire? Et de se mettre dans l'action, je pense que ça nous met en cohérence et puis ça rend heureux. Donc, je pense que voilà, c'est la somme de toutes ces actions individuelles, si chacun prend soin de son périmètre, qui peut aussi amener des changements importants, surtout qu'on sait qu'il ne faut pas une majorité de personnes pour opérer un changement dans une société, donc plutôt les bonnes personnes au bon endroit qui vivent leur vérité et qui mettent en pratique leurs idéaux dans la matière. Oui, alors tu parles souvent d'ailleurs de force intérieure qui nous aide à être plus heureux, plus épanouis dans nos vies, plus connectés aussi à la nature. Comment la développer et la nourrir au quotidien? Comment opérer finalement cette révolution intérieure dont tu parles souvent pour avoir confiance en l'avenir et se sentir plus vivant au quotidien? Bon, voilà, je ne sais pas si ça tient dans un live et en réponse en 3 minutes. C'est un long parcours. Après, ce qui est sûr, moi, j'ai l'impression que ce qui m'a aidé à trouver cette force intérieure, c'était de reconnecter un peu avec qui j'étais. Je pense que la quête de sens, avant tout, c'est qui je suis, quelles sont mes valeurs et au service de quoi j'ai envie de mettre ces valeurs-là. Et puis de commencer à se mettre en chemin et de questionner un certain nombre de choses sur qui je suis, quelles sont les valeurs de la société et ma place là-dedans et
voilà, de commencer à ouvrir des portes qui ouvrent vers d'autres chemins, qui ouvrent vers d'autres portes. Donc ça, c'est toute la beauté de cette quête de sens. Et j'avoue, moi, sur mon parcours, j'ai pu rencontrer des gens inspirants, incarnés, lumineux, comme on disait. Je pense qu'il y a une contamination de cette lumière-là qui permet aussi de retrouver cette force-là, de dire on la voit chez l'autre, et parce qu'on la voit chez l'autre, elle fait un peu miroir, je pense, à la nôtre, et on a envie de se dire, bah, lui, ce qu'il a, je suis sûr que je l'ai aussi en moi, donc je vais aller la chercher. Et après, ça a été justement beaucoup de pratique. Moi, je sais que j'ai passé depuis une dizaine d'années entre la méditation, le yoga, le chant, la danse. Il y a beaucoup d'outils qui appartenaient à des traditions de sagesse ou des traditions de sens, qu'aujourd'hui commencent à être, si on enlève tout le fatras, le truc un peu plus dogmatique, il y a vraiment des beaux outils pour connecter à qui je suis, quelles sont mes émotions, comment est-ce que j'arrive à mieux les gérer, mes pensées, comment j'arrive à mieux les gérer, le corps, comment est-ce qu'il y a aussi une forme d'intelligence. Et quand on connecte ces trois-là, je pense qu'on commence déjà à ressentir cette force intérieure. Puis après, il y a mon lien avec la nature. Comment est-ce que je passe du temps avec la nature? Moi, je me connecte autrement à la nature. Et puis avec la société, pour moi, c'est vraiment ces trois choses-là. Moi, la nature ou le cosmos, et puis après la société. Comment est-ce que j'arrive à passer du temps à être voilà, avec ces trois aspects-là. Et quand on trouve sa place entre ces trois-là, je pense qu'il y a une forme d'alignement, il y a un bien-être qui arrive. Et puis après, on est plus inspiré, on est plus intuitif. Et c'est un peu là-dedans que moi, je trouve voilà, ma force intérieure. Très bien. Alors, oui, est-ce que d'ailleurs tu pourrais nous partager peut-être quelques routines de ton quotidien justement pour développer cette force intérieure? Alors, je pense que j'aime bien, j'ai lu un livre d'un Marine, enfin d'un ancien, une personne qui était en train il s'occupait de désinfecter des lieux avec des cafards partout. Et à un moment, il tape dans un truc de restaurant, je crois, et puis il y a plein de cafards qui lui tombent dessus. Il se dit, ma vie, c'est vraiment de la merde. Et du coup, il va falloir que je change de vie. Et il devient Marine. Maintenant, il fait partie des SEAL, en fait, donc c'est vraiment l'unité d'élite. Et lui, il a une phrase qui m'avait marqué dans son livre. Il disait, If you fucked up your morning, you fucked up your day. Et donc, c'était l'importance de réussir sa matinée pour après que sa journée fonctionne bien. Et en effet, je pense qu'il y a de plus en plus de livres sur les routines quotidiennes, mais je pense qu'en effet, se lever tôt, et moi je me lève à 6 heures et j'ai des petits rituels parce que je m'occupe, c'est une ferme là où on vit, donc il y a aussi des animaux qui sont contents quand on se lève tôt et qu'on se couche un peu plus tôt. Mais en gros, de prendre le temps de méditer. Moi, je sais que voilà, il y a un peu de méditation, il y a des exercices de Qigong, il y a un peu d'écriture, il y a de la lecture. Et je pense que le matin, on peut pas vraiment anticiper ce qui va nous arriver, mais par contre, on peut être dans la bonne posture pour éviter un peu les obstacles. Et plus on s'est aligné, plus on a un peu visualiser sa journée. Je pense que c'est important, se dire voilà, qu'est-ce qui est vraiment important et imaginer sa journée, comment est-ce qu'elle se déroule et se connecter justement à esprit, cœur, corps. Je pense que réussir à faire ça le matin, c'est assez important et je vois que les fois où je le fais pas, c'est comme si ça m'échappe un peu plus. Et dans des vies, même à la campagne, on est quand même encore un peu connecté, on a beaucoup de choses à faire. Je pense que c'est faisable en ville aussi. C'est moins sexy de se lever à 6 heures du matin quand il y a juste la rosée. Enfin, moi, j'ai la rosée du matin qui est tout le décor que je trouve. J'adore voir se réveiller la nature. Je pense rien que ça fait partie de la routine. Mais se lever un peu plus tôt et prendre du temps juste pour soi, et puis après être disponible pour sa famille, pour tout le reste, je pense que ça, ouais, c'est super important. Et puis le soir, faire un peu le bilan aussi, prendre le temps de respirer, d'écouter sa respiration pour passer des bonnes nuits. Donc voilà, matin et soir, et plusieurs fois dans la journée, essayer de revenir aussi au souffle, écouter un peu voilà, sa respiration. Je pense que tout ça, ça aide à être plus intelligent, plus sage, plus efficace. Oui, et aligné, effectivement. Alors, tu as créé récemment l'espace Totem, donc un formidable lieu d'émergence, une version un peu initiatique de Enquête de sens, un lieu d'inspiration à la campagne pour mieux se reconnecter à la nature, à soi et au collectif, comme tu nous l'as dit. Pourrais-tu nous en dire plus? Alors aujourd'hui, juste pour peut-être ajouter une petite dimension, pendant cette période de confinement, on a été nombreux finalement à essayer de retrouver aussi du sens à sa vie, à sa carrière, à son équilibre aussi pro et personnel, pour redonner voilà, du sens à tout cela. L'idée aujourd'hui, effectivement, c'est se dire, voilà, est-ce que ma vie correspond à mes vraies aspirations, ma mission, ce que j'ai envie d'accomplir, et tout en étant épanoui et heureux. Comment, voilà, dans ce type de lieu, tu réussis finalement à donner voilà, ce sentiment aussi de plénitude pour aller vers ça? Quelle est ta démarche aujourd'hui avec ce lieu? C'est ça. Moi, j'ai eu l'impression vraiment en faisant le tour du monde d'avoir
vu justement tous ces lieux inspirants, où justement il y en avait qui étaient plus sur la dimension agricole, d'autres qui étaient plus sur la partie de connaissance de soi. Et en fait, je trouvais qu'il n'y avait pas en France quelque chose qui soit justement un peu autour de la connaissance de soi, mais qui soit laïque en gros, mais qu'on puisse justement, au contact du beau, moi j'ai l'impression au contact de la beauté et de la nature, ça réveille en nous notre nature et notre beauté aussi intérieure. Et je pense que ça peut être un miroir. Et donc, on avait vraiment envie avec ma compagne, et puis là maintenant, on est aussi en train de travailler avec un autre collectif, de voir comment est-ce qu'on pouvait créer un petit sas, justement, où on puisse recréer de la convivialité, du lien avec la nature, mutualiser les choses, avoir une vie plus cohérente au niveau énergétique aussi. On a une phytoépuration, par exemple, qui permet que toutes les eaux grises, tout ça, c'est les plantes qui s'en occupent et qui recréent derrière une eau filtrée qui ne vient pas polluer les nappes. Donc, c'était essayer de se réapproprier sa vie, son quotidien pour être une vie un peu plus cohérente et surtout créer justement des espaces qui sont justement avec des animaux, avec des fleurs, avec une partie potagère pour vraiment, une fois qu'on est au contact de la nature, qu'on peut remettre les mains dans la terre et qu'on est au contact de tout ça, je pense qu'il y a comme une petite intelligence, une autre intelligence qui se réveille, et notamment les mains, je crois beaucoup à ça, et qui fait que voilà, on se sent plus aligné et puis de pouvoir à la fois faire du chant, de la danse, tous ces outils dont on parlait tout à l'heure, ça plus ce contexte-là, et mettre, j'ai l'impression, quand on met 15 personnes en quête de sens ou qui se questionnent sur le sens ensemble, en fait, eux-mêmes trouvent des réponses, eux-mêmes s'autorisent à partager leurs doutes, leurs questionnements, les uns les autres s'apportent des réponses, et je me rends compte qu'il y a une vraie intelligence collective, voire une sagesse collective qui se met vite en place quand on crée le cadre de bienveillance et aussi de beauté, de simplicité, de cuisiner ensemble, de faire des choses ensemble. Je pense que c'est ça qui nous manque. C'est ça qui a beaucoup manqué, je pense, aux gens pendant le confinement, quand on était à la campagne. Cette autre hiérarchisation de valeurs, de dire qu'est-ce qui est vraiment important. Pour moi, le superflu de l'essentiel, je pense que là, les gens s'en rendent un peu plus compte. Donc voilà, moi, ce lieu, en tout cas, il est né d'un confinement fécond, parce que j'étais confiné il y a une dizaine d'années, que je me suis vraiment dit, OK, qui je suis et ce que je veux plus de cette société, comment je peux incarner moi dans mon petit périmètre quelque chose qui ressemblerait à ce que serait mon petit paradis, et de surtout l'ouvrir à d'autres pour qu'ils puissent aussi expérimenter ça et réveiller en eux voilà, leurs talents, leurs aspirations, dépasser certaines peurs. Et quand on met ensemble des gens qui ont qui ont envie mais qui se rendent compte que d'autres ont dépassé, j'ai l'impression qu'il y a plein de peurs qui sont des dragons, que quand on a l'impression que c'est énorme et puis en fait ça s'apprivoise et puis on peut passer outre. Donc c'est un peu ça l'idée. Tu parles de la peur, effectivement, quand on est dans une vie et happé finalement par un rythme, un quotidien, mais qui ne nous correspond pas forcément, on a forcément peur aussi de franchir une étape, d'aller vers quelque chose qui nous ressemble vraiment, parce qu'on a peur du conformisme, on a peur effectivement peut-être de cette notion aussi de matériel qui peut-être peut nous échapper. Voilà, est-ce que donc du coup tu accompagnes effectivement sur tous ces questionnements pour lever ces appréhensions aujourd'hui? Ouais, en parlant de moi, mon expérience, je sais que j'ai fait du coup cette prise de risque entre guillemets, que je regrette pas du tout, mais d'essayer de pouvoir baliser les différentes étapes entre ce qui est mes peurs, ce qui est la peur que les autres projettent aussi sur moi, ce qui est vraiment rationnel et ce qui l'est un peu moins. La confiance, nous, c'était la conclusion du film, notamment avec Satish Kumar, qui était un ancien moine qui justement avait été moine mendiant pendant très longtemps, puis après qui a changé de vie, qui a formé une université en Angleterre autour justement de l'écologie. Et lui, il a vraiment cette idée de se faire confiance aux autres, et que si ce qu'on fait, si on prend le temps de se rencontrer, de se connaître, on sait vraiment qui on est, derrière, lui dit, l'univers, ça c'est les Indiens, où la vie va prendre soin de toi, mais genre juste toi, fais-toi confiance, connais-toi, fais confiance aux autres, pose quelque chose dans le monde qui soit juste, et puis après, ça fonctionnera. Nous, on l'a fait avec le film on a dû faire avec 40 000 euros, et puis on n'avait pas beaucoup d'argent pour le diffuser, mais on sentait que c'était juste les témoignages qui étaient dedans, et puis on a plein de gens qui nous ont prêté des lieux, qui nous ont prêté des endroits pour travailler, qui nous ont donné du temps de leurs compétences. Donc moi j'ai l'impression que quand on change et que c'est au service de ce qu'on disait tout à l'heure, de plus grand que soi, ben derrière il y a d'autres supports qui viennent contrecarrer le côté matériel qui fait peur. Mais voilà, moi, on a vécu, on était plus jeunes, on n'avait pas de famille, mais on était avec Nathanaël, on a fait le film, on vivait dans des hangars, dans une petite caravane pour faire le travail. On avait un agriculteur, on l'aidait un peu de temps en temps au champ, puis on pouvait loger chez lui. Donc, il y a une phase où on a fait vraiment l'expérience du lâcher-prise, de la sobriété. Mais comme on l'avait choisi, c'est pas pareil, je pense, la pauvreté, quand elle est choisie, quand elle est subie. Et avec ça, en fait, on arrivait quand même à avoir des bonnes surprises, on survivait, on a été au bout, puis après voilà, c'est venu sous d'autres formes, on a vendu beaucoup, on a
à la fois pu garder la main sur la distribution et sur la production du DVD. Puis il y a d'autres revenus qui sont arrivés. Alors, ce n'était pas le but au départ, mais en tout cas, voilà. Moi, j'ai l'impression que si on suit un chemin de son cœur et on a vraiment envie de faire ça, derrière, la vie prend soin. Et pour rencontrer beaucoup de gens qui font maintenant ce chemin-là, il y a quand même comme des lois subtiles qu'on aurait oubliées, qui sont d'ailleurs dans les grandes traditions de sens, que si on fait confiance et qu'on est au service dans la bonne posture, la vie est bienveillante quand même et qu'il se passe de belles choses. Mais c'est toute la dimension initiatique, justement, qu'il faut rencontrer. Très bien. Alors, nous avons parlé beaucoup effectivement de notre capacité à porter le changement en nous-mêmes. Peut-être pourrait-on évoquer le changement dans la société? Quelles sont les valeurs humaines qui, à tes yeux, sont essentielles pour créer un changement de conscience planétaire aujourd'hui? Ouais, moi je pense qu'au départ, on avait presque envie de faire un film aussi sur les alternatives et on s'est rendu compte que justement le monde, il est le résultat de nos croyances et de notre vision du monde et d'un certain nombre d'architectures invisibles et de valeurs, et qu'en re-questionnant ces valeurs-là, forcément, on a d'autres comportements, puisqu'on a créé une société, des institutions qui répondent à une culture, à une vision du monde, et c'est cette vision du monde qu'il faut un peu questionner. Et dans cette vision du monde, aujourd'hui, il y avait l'idée vraiment de compétition, l'idée de séparation, avec justement toute la partie du réductionnisme, donc d'une méthode scientifique valable et qui fonctionne très bien. On en a fait une vision du monde, donc on a tout séparé et on a oublié notamment cette valeur qui pour moi est la plus importante, qui est celle de l'interdépendance, et qu'aujourd'hui la science confirme que même les molécules, quand tout est interdépendant, interconnecté, la physique quantique amène aussi d'autres éclairages. Alors voilà, on se rend compte que cette idée d'interdépendance, d'unité, elle est fondamentale par rapport à ce que c'est que la nature du réel, et deux, de se sentir en lien avec les autres, avec la nature, avec soi. Ça amène beaucoup de choses très fécondes. Donc, je pense que voilà, l'idée d'interdépendance, d'unité, pour moi, elle est importante. L'idée de la compassion, je pense que cette idée de sentir aussi comment l'autre se sent, et cette idée d'altruisme en tout cas. Compassion, c'est encore une autre nuance, parce que c'est souffrir avec, il y a des débats là-dessus, mais c'est encore autre chose. Mais en tout cas, cette idée d'altruisme est super importante, et l'idée aussi en anglais, dit self-restriction. Donc, c'est plus une forme de sobriété et d'accepter que l'être humain, on le sait maintenant avec les neurosciences, il y a le striatum qui veut toujours plus de plaisir en fait, et qu'on n'est pas programmé pour s'arrêter. Donc on veut toujours plus, et même quand on a quelque chose, on veut encore plus. Donc s'il n'y a pas ce travail de comprendre quels sont nos besoins et de savoir s'arrêter, on continuera d'aller dans cette logique-là qui est un peu mortifère et frustrante. Donc je pense que voilà, avoir un sens de la restriction, un sens de la sobriété qui peut être élégante et joyeuse, ou heureuse, comme dit Pierre Rabhi, un sens de l'interdépendance et aussi une forme d'altruisme. Et pas simplement que ce soit des concepts intellectuels, mais qu'on les trouve en nous et qu'on enlève tout ce qui les recouvre. Parce que moi, c'est aussi ça l'expérience que j'ai vue avec les populations en Bolivie ou d'autres qui mettaient le travail intérieur à la base de tout ce qu'ils entreprenaient, notamment des fondations en Bolivie. J'avais vu ça avec des enfants ou des femmes qui travaillaient dans les ordures, les mines, et des gens qui ont été cabossés par la vie. Une fois qu'ils exprimaient leur douleur, toutes les difficultés, derrière, ce qui revenait beaucoup, c'était quand même des qualités relativement nobles. Donc, je ne sais pas si c'est la nature humaine ou pas, mais quand on nourrit ces qualités-là et quand on enlève ce qui les recouvre, on tombe là-dessus. Et je pense que voilà, ces valeurs-là, on en a besoin aujourd'hui. Il ne faut pas juste les écrire sur les frontons d'une mairie, mais les nourrir, les travailler au quotidien, et se faire des petits examens de savoir comment aujourd'hui on a été altruiste, compassionnel, on a fait preuve de restriction ou pas, et voilà, de maîtrise de soi. Très bien. Alors, oui, alors tu avais aussi, effectivement, lors de la réalisation de ton documentaire, tu t'es effectivement interrogé sur le regard sur la spiritualité, et tu as aussi réussi à inclure cette dimension dans ton film. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur ce regard? C'était un peu le point. Nous, on avait, je pense qu'en France, il y a vraiment un mélange entre religion et spiritualité, où je pense que la religion n'est pas forcément spirituelle. Et pour moi, la spiritualité, on peut avoir de la spiritualité dans la religion, hein, mais je veux dire, si on enlève un peu, on sépare un peu, pour nous, c'était justement toutes les qualités que je viens de citer, en fait, qui sont la base, et l'idée de reliance avec quelque chose de plus grand que soi, peu importe comment est-ce qu'on le nomme. Et c'était le lien qui était en fait commun à toutes les personnes qu'on rencontrait, qui nous inspiraient, que ce soit le Barefoot College en Inde avec Banker Roy, qui a créé vraiment une université pour des va-nu-pieds, en fait, qui fonctionne très bien.
Ils font des panneaux solaires partout en Afrique maintenant. Donc, c'est des grands-mères analphabètes qui forment d'autres grands-mères analphabètes en Afrique, enfin indiennes. Et j'ai vu des endroits vraiment extraordinaires, et que ce soit Navdanya en Inde, enfin dans plein d'endroits. Même si on prend des grandes personnes comme Mandela, comme Jaurès ou comme Gandhi, tous ceux qui, j'ai l'impression, amènent quelque chose dans le monde, qui créent un peu plus d'harmonie, de lien, se sentaient reliés à quelque chose de plus grand qu'eux et faisaient ce travail de connaissance de soi. Donc on s'est rendu compte, et je crois que c'était aussi dans les premiers témoignages qu'on avait, qu'on peut se chauffer au solaire, manger bio et exploiter son prochain, et que ce n'est pas les alternatives qui vont changer le monde, mais c'est justement ce travail de comprendre notre ego, notre inconscient, comment est-ce qu'on est piloté par certains programmes, et que c'est ça en fait qui permet d'être un humain justement un peu plus altruiste et de créer un monde un peu plus différent. Donc on s'est dit cette dimension-là, elle est fondamentale, et que c'est la vision où on a aussi enlevé un peu le sacré de la nature, donc on a pu l'exploiter, alors que dans beaucoup de traditions, la nature avait une dimension sacrée. Et de dire, voilà, est-ce que ne pas parler de spiritualité, en fait, qui est un projet qui est en France et quand même un très casse-gueule, on a essayé de trouver une manière d'aborder ça, mais c'était ce qui nous a sauté aux yeux, que le dénominateur commun de toutes les personnes inspirantes qu'on avait vues avait ça, avait cette petite lumière à l'intérieur qu'on voulait aussi, et qui était sans dogmatisme, sans emprise, sans rien. C'était simplement du bon sens, de sentir, voilà, relié, le cœur ouvert. Et on a besoin de ça pour construire le monde d'après, des personnes qui soient pas connectées à Google forcément, mais plutôt connectées à la terre, à leurs émotions, à leur cœur. Et c'est ça qui permet d'entreprendre et de créer un monde plus joli. Oui, très bien, merci. Alors, on va commencer à prendre les questions de nos participants. Alors, j'ai une question de Véronique. Trouver du sens, ça veut aussi dire parfois quitter tous nos repères et notre confort, travail, famille, amis, qui ne comprennent pas forcément notre choix, ce qui peut être difficile. Une recette pour convaincre et sauter le pas? Voilà, Alors, question. surtout pas convaincre, parce que je crois que c'est Thomas Dansbourg là, qui a fait un livre sur Arrêtez d'être gentil, soyez vrai. Il disait, dans convaincu, il y a con et il y a vaincu, et personne ne veut être ni con ni vaincu à la fin d'une discussion. Donc, plutôt la dimension d'inspiration. Moi, j'avais l'impression que quand justement j'ai essayé de parler de ces choses-là et de convaincre juste après être rentré du voyage, ça fonctionnait pas. Mais le partir du moment où on a commencé à mettre en pratique un certain nombre de préceptes, de toutes ces prises de conscience qu'on avait pu avoir, c'est là où on est venu questionner les autres, parce qu'ils nous sentaient plus heureux, ils nous sentaient justement plus cohérents, et c'est ça qui nous rendait aussi plus joyeux. Et c'est plus, voilà, de pas forcément par des arguments, mais de commencer à mettre en pratique ce qu'on croit être juste, et ça fonctionne mieux. Après, voilà, je pense qu'en effet, sur la perte de repères, l'humain, j'ai l'impression que c'est vraiment, enfin c'est même sûr, on est des êtres d'habitude, et changer ses habitudes et le changement, c'est pas du tout quelque chose pour lequel on est câblé pour, en fait. L'inconscient, même l'ego, est fait pour refaire toujours les mêmes tâches, donc c'est pratique, mais quand on n'est pas dans le bon chemin, il faut s'en extraire. Et donc du coup, voilà, c'est sûr qu'il y a un petit travail à faire à ce niveau-là, et que quand on fait ce changement-là, les autres qui sont dans l'ancien système de croyance, entre guillemets, ça leur renvoie aussi à quelque chose d'autre. Et donc, je pense que souvent, moi, je sais que j'ai eu plein de débats, de discussions avec mes parents, et ils avaient soit peur pour moi, mais même eux, ça les mettait aussi dans une position de est-ce que moi aussi, c'est pas cohérent ce que je fais. Donc, je pense que ce qui est le mieux, du coup, dans la partie solution, plutôt que d'essayer de parler absolument, de convaincre des gens qui ne sont pas forcément prêts à ça, c'est d'en parler avec des gens qui ont sauté le pas. Je crois que c'est Jacques Généreux qui dit il y a les liens qui libèrent et les liens qui aliènent. Et donc, dans les liens qui aliènent, il dit souvent c'est la famille, les proches, ceux qui sont dans l'ancien vous. Et quand il y a une ouverture vers d'autres croyances, d'autres modes de pensée ou de vie, il faut trouver d'autres cercles où on peut justement exprimer, valider un peu ces nouvelles croyances, et puis après faire des allers-retours, des ponts entre les deux. Et puis au fur et à mesure, d'autres viennent dans votre zone, dans le nouveau cercle, et puis l'inverse. Donc, puis des sujets qu'on sait qu'on c'est pas la peine de les aborder parce que ça fonctionne pas, c'est pas l'heure. Pas en repas de famille. Moi, je sais que tous mes copains d'école de commerce, quand je suis revenu, ces sujets n'étaient pas du tout à la mode. Ça marchait jamais dans un bar ou un truc. Je les prenais au bois de Vincennes, là où j'habitais par là avant. Et une longue discussion dans la forêt. Après, un par un, ça fonctionnait beaucoup mieux que d'essayer de convaincre tout le monde. Il y avait un côté grégaire, ça marchait pas. Donc voilà, prendre le temps de les incarner, trouver les bons contextes pour parler de ces choses-là, et plutôt questionner que d'affirmer justement que c'est comme ça, que c'est la solution, et que on a vu la lumière. C'est un peu le truc qu'il faut éviter de faire, c'est souvent contre-productif. D'accord,
Très bien. Alors, une autre question peut-être un peu similaire de Nicole. Comment relier sens et gagner sa vie? Ah, ça c'est en effet, c'est tout l'enjeu. Si on n'est que dans le sens, est-ce que c'est rentable ou pas, c'est compliqué. Je pense que la société elle valorise pas encore aujourd'hui beaucoup l'utilité publique en fait. Mais en même temps, c'est en train de changer. Moi, je sais que j'ai eu la chance de passer un peu de temps avec Emmanuel Faber et d'autres pour autour de la question justement de Danone, de l'eau, de toutes ces choses-là, et de se rendre compte que voilà, même les grosses entreprises aujourd'hui se rendent compte que de redevenir des entreprises à mission, de questionner la raison d'être, c'est faisable. Donc je pense que c'était plus difficile avant. Et aujourd'hui, en tout cas dans le monde de l'entreprise, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sont en train d'évoluer. Donc ça peut donc soit essayer de faire évoluer la vision ou la raison d'être d'une entreprise, ça peut, de changer un peu de l'intérieur. Ou après, essayer de trouver quel est son talent, qui on est. J'ai l'impression que quand on trouve qui on est, quel est son talent, après, on est bon dans ce qu'on fait. Et comme on est bon dans ce qu'on fait, on peut avoir du succès et on peut en vivre. Donc, je pense qu'on en revient souvent à la question de la connaissance de soi. Et ça peut prendre d'autres formes. Mais je pense que voilà, la base, déjà, c'est qui je suis, quels sont mes talents, mes valeurs. Et souvent, le talent, on a l'impression que c'est quelque chose... On n'est pas souvent conscient de son talent. C'est souvent quelque chose qu'on fait naturellement. Et on n'a pas conscience qu'on a un talent parce qu'on pense que tout le monde l'a, alors qu'en fait, c'est propre à vous. Donc, demandez aussi autour de soi quel est aux autres le talent. Et souvent, c'est devant nous et puis on ne le voyait pas. Donc, ouais, je dirais ça. Mais c'est tout l'enjeu. Hein. Aujourd'hui, c'est toujours une crête sur laquelle on est. Oui, On est riche d'autre chose. Ça, c'est bien sûr que voilà, on est heureux. Alors, moi, je rejoins tout à fait effectivement ce que tu dis. J'ai moi-même opéré un changement de vie il y a 4-5 ans déjà. Je travaillais dans un grand groupe et donc j'ai eu l'occasion moi-même de repenser un peu ma carrière professionnelle et je me suis un peu lancée dans le vide, dans cette aventure entrepreneuriale. Et je me sens aujourd'hui, je dirais, encore beaucoup plus vivante qu'avant parce que j'ai cette liberté, cette autonomie, cette liberté aussi finalement d'avoir un impact positif autour de moi, d'accompagner des personnes aussi dans leur rayonnement professionnel pour redonner aussi du sens à leurs projets et les aligner à leurs aspirations. Donc voilà, aujourd'hui, effectivement, dans ces transitions, on peut redonner du sens aussi à son projet, à sa vie et avoir un impact positif et se sentir plus vivant. Donc moi, je suis tout à fait d'accord avec ce que tu dis là aujourd'hui. On peut relier sens, comme disait Nicole, et gagner sa vie. J'en suis convaincue. Alors, j'ai une autre question pour toi. Qu'avez-vous envie de dire à celles et ceux qui regardent le monde et se demandent quoi faire? Une question un petit peu plus générale. Il faut arrêter de regarder le monde. Moi, j'ai l'impression que enfin, ça a l'air d'être quelque chose d'égoïste de se dire j'ai envie de me connaître moi et plutôt que d'aider le monde. Mais j'ai l'impression que si on regarde que l'extérieur, moi, c'était en tout cas le parcours, c'est que ça peut être très déprimant si on regarde que les informations et on peut voir le monde sous un certain prisme. En général, les mauvaises nouvelles, on dit que c'est comme du velcro, ça s'accroche, et les bonnes nouvelles, c'est comme du téflon, ça glisse dessus. Donc, on a quand même tendance à avoir que les mauvaises nouvelles et que la dimension un peu plus angoissante de l'actualité. Donc, passer trop de temps à regarder le monde, à regarder ce qui se passe, je pense que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus fécond, mais c'est justement prendre le temps de regarder à l'intérieur, en fait, vraiment qui on est, ce qu'on disait tout à l'heure, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que j'ai envie de faire et qu'est-ce qui me donne de la joie. Et à partir du moment où on touche un peu ça, j'ai l'impression que derrière, je disais tout à l'heure, voir des initiatives, voir des gens qui font autrement, tout ça, ça vient nourrir un imaginaire et on se rend compte qu'il y a plein de possibles. De là où on est, on voit souvent on se dit qu'on peut rien faire parce que voilà, on voit juste un mur, mais le fait, j'ai l'impression de rencontrer, d'aller voir ceux qui font un peu autrement, de lire des choses qui vont un peu dans une autre direction, ça ouvre comme une porte dans ce mur-là, et puis là, on se rend compte qu'il y a plein de chemins. Puis après, le 10, c'est de commencer, en fait. C'est le premier petit pas. J'ai l'impression que, voilà, une fois qu'on met le premier petit pas et qu'on avance dans cette direction de changement, après, le contexte est créé pour le second petit pas. Mais l'idée, c'est de se mettre un peu quand même dans l'action, plutôt que d'attendre la solution ou l'idée parfaite. J'ai l'impression que, je crois que je ne sais plus qui disait, genre, il vaut mieux une action imparfaite. Non, pardon, il vaut mieux une action imparfaite qu'une parfaite inaction. Et le fameux done is better than perfect.
Moi, je me rappelle que voilà, même quand j'ai fait le film, à un moment, on a tardé parce qu'on voulait faire le truc parfait. Et puis un jour, il y a un mec qui m'a dit, le bon film, c'est le film qui sort. Je me suis dit tout à fait. Et là, on a repris le Final Cut, on a recoupé, on a accepté que ça ne serait pas parfait, mais au moins ça existerait. Et en France, on adore le côté parfait. Et tant qu'on n'est pas dans un truc parfait, on ne fait pas. Moi, je me rappelle de cours en école de commerce où il y avait plusieurs nationalités et on devait faire une pyramide de sucre. Et puis à la fin du truc, il y avait genre les Allemands qui avaient fait la plus grande pyramide, les Américains un peu plus petits, les Français, il n'y avait rien. Et ils disent bah, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis on s'était un peu embrouillé pour savoir qui allait le construire comment, alors que les autres, bah, ils se trompaient, mais ils continuaient, ils avançaient. Les Américains, ils ont beaucoup ça. Et je pense qu'on a on a les défauts de nos qualités. Hein. On fait du coup des ponts magnifiques, on fait des choses très bien, mais du coup, des fois, on a un peu tendance à ne pas faire tant que ce n'est pas parfait et accepter un peu l'imperfection pour faire. Je pense que ça, c'est important. Très bien. Alors justement, j'ai une question liée aux écoles de commerce, une question de Diana. Pensez-vous que c'est maintenant une responsabilité des grandes écoles qui façonnent le leadership d'apporter les valeurs liées à la durabilité, à la sustainability? Ah ouais, c'est urgent de le faire. Je pense que c'est en train d'arriver. Moi, je sais que j'avais quelques années, là, à l'ESCP, il y avait un début de grève pour dire qu'on ne voulait plus apprendre uniquement les cours d'économie néolibérale et qu'il y avait d'autres pans qui arrivaient. Et donc, je pense que ça vient par la jeunesse en général, hein, et c'est ce qui est en train de se passer, même avec les grèves qu'il y a eu. J'ai l'impression que c'est comme s'il y a une partie de la jeunesse qui n'a pas fait partie de ce système-là, qui sait qu'il n'y a pas forcément de place pour elle et cherche quelque chose de plus authentique. Elle a vu le bluff, comme disait Vandana Shiva, et donc du coup, je pense qu'il veut quelque chose de plus authentique. Donc, je pense que c'est une aspiration dont a besoin la société, dont les jeunes aussi ont besoin. Et comme je pense qu'il y a les personnes qui ont un impact, elles ont encore plus de responsabilités. Donc, c'est urgent que justement toutes ces valeurs de durabilité, et puis c'est des valeurs dont on parlait aussi tout à l'heure, soient au centre. Et c'est super excitant de se dire qu'on peut imaginer des business justement avec des nouveaux niveaux de contraintes. Et c'est juste une contrainte à intégrer. Et tant qu'il n'y a pas la contrainte, bah, on ne fait pas. Mais s'il y a une nouvelle contrainte, je suis sûr que les ingénieurs vont inventer des super trucs. On sait qu'il y a plein de solutions qui existent de repenser l'économie en cycle. Donc, je pense que non, au contraire, ouais, c'est urgent de le faire. Il faut absolument faire du lobbying pour qu'on ne puisse plus faire un business qui ne soit pas durable, on ne puisse plus apprendre aux gens à manager si ça détruit la planète ou même ça abrutit ou ça insécurise l'humain. Donc, je pense que non, tout est à revoir. Et je trouve que c'est ça qui est excitant. C'est que voilà, on a vu ce qui ne fonctionnait plus, on sait ce qui fonctionne, comment on intègre l'existant et puis le nouveau. C'est tout l'enjeu. Donc, si elle a envie de s'y atteler, qu'elle y aille. Je sais plus si c'était Sarah ou Sabrina. Oui, Diana, je crois. D'ailleurs, Diana. je pense que Diana travaille dans une grande école aujourd'hui. Bon, ben ouais. J'en connais plein, je vois plein de chevaux de Troie maintenant qui vont dans les écoles de commerce, c'est là que je vais avoir un impact parce que. Très bien. Okay. Alors, oui, alors moi, j'avais une autre question pour toi. Dans ton film, tu évoques le fait de passer de consommateur au producteur-créateur. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bah, c'est ce que je vis même aujourd'hui. Hein. Moi, j'ai la chance de faire mon pain avec le blé qu'on fait pousser aussi là où on est. Et c'est vrai que la joie, la satisfaction de sentir justement pas juste une tête qui tape sur un clavier, mais aussi de voir la nature pousser, de co-créer avec la nature. Et entre le moment où on met la graine, où justement on prend le temps d'arroser ou de désherber, tout ce lien, j'ai l'impression avec ce qu'on peut faire avec les mains ou même quand on bricole. Moi, j'étais pas du tout bricoleur, j'avais dû planter 3 clous dans ma vie. Et puis là, dès qu'on a un lieu à la campagne, ben forcément, il faut réinventer plein de choses et on apprend. Et en fait, je vois la joie, la dignité, la satisfaction de pouvoir, à la fin d'une journée, se rendre compte qu'on a créé quelque chose qui a une vraie forme dans la matière. C'est super satisfaisant et on se rend compte que les mains, ils ont une forme d'intelligence qu'on sollicite pas beaucoup. Et là, je le vois vraiment avec le pain. Il y a vraiment quelque chose qui se passe quand on prend le temps de modeler la pâte, la farine, de faire son levain. Il y a un truc qui, voilà, moi, me donne énormément de joie. Et je vois, là, hier, j'expliquais un peu comment est-ce que je faisais au groupe et je voyais comment leurs yeux brillaient, comme si les mains attendaient que ça, de pouvoir aussi un peu rebosser. Donc voilà, je pense que ça redonne à la fois une forme de dignité aussi. Je pense qu'on a beaucoup valorisé les métiers intellectuels et qu'aujourd'hui, on peut un peu s'en mordre les doigts parce que je pense que voilà, il est temps, on a besoin d'artisans, on a besoin aussi dans la société. Voilà, moi je me rappelle d'un artiste, je crois que c'était genre, je voulais être boulanger, mais j'étais bon en maths. Et le mec expliquait voilà, que ses parents lui avaient dit mais non, tu es intelligent, tu peux pas faire un travail manuel. Je pense que ça c'est fini et que justement il faut
revenir à créer et pas juste consommer. Parce qu'en anglais, c'est encore plus fort, c'est consuming society. Donc, c'est ça, consumer. Donc, dire consommer la planète pour la gratification sensorielle ou des plaisirs éphémères, c'est quand même un peu dommage. C'est pas une vraie forme de sagesse ou d'intelligence. Alors que si on crée nous-mêmes, justement, il n'y a pas tout ce gâchis aussi. Donc, je pense que c'est dans ce sens-là aussi que Vandana Shiva disait qu'on peut trouver de la joie, pas qu'en consommant, mais en créant, en produisant. Et du coup, on est aussi moins nuisible pour la planète et on est plus joyeux. Donc, ça fait de bonnes raisons de réutiliser ces petites mains. Oui, très bien. Ça fait penser effectivement à un éclairage d'une des personnes que tu as rencontrées qui te disait « Happiness is when you have enough ». Qu'est-ce que tu… Ouais. L'idée du contentement, je pense qu'aujourd'hui, c'est prouvé même avec les neurosciences, on se rend compte que ce qu'on disait tout à l'heure, le striatum, il veut toujours plus. Et donc, ça, c'est l'idée du plaisir et de la gratification sensorielle. Et puis, c'est un puits sans fond, alors que le contentement, se contenter de ce qu'on a et être heureux de ce qu'on a, et chercher plutôt la joie que le plaisir, en fait, ça, c'est quelque chose de plus durable, de plus stable. Et moi, je le vois bien avec ce changement de vie, qu'en effet, ce qui paraissait être du bonheur qui était plutôt du plaisir et assez éphémère, alors que de faire quelque chose qui fait du sens justement et d'être heureux avec ce qu'on a et toujours pas chercher toujours plus en fait, amène une forme de satisfaction. Donc c'est la différence entre tout ce qui est dopamine et sérotonine. Là, je ne sais pas si on n'a pas le temps de rentrer là-dedans, mais en gros, il y en a un qui stimule et qui veut toujours plus, qui crée de l'addiction, ça c'est le plaisir, alors que la sérotonine, elle est développée justement quand on est plus dans la méditation, de la contemplation, de la marche, des choses où on sent relié avec la nature. Donc je pense que voilà, notre cerveau nous joue aussi des tours et qu'on excite la mauvaise partie du cerveau aujourd'hui et qu'il y a une autre partie qui amène le contentement. Et ça, c'est sûr que c'est plus durable pour la planète et pour nous. Très bien, merci Marc. Alors j'ai une dernière question pour toi, parce qu'il nous reste 1 minute. Quel est ton rêve du monde de demain et quels sont, selon toi, les leviers les plus puissants pour y parvenir? Attends, ça a coupé juste, pardon. Alors, quel est ton rêve du monde de demain et quels sont, selon toi, les leviers les plus puissants pour y parvenir? Alors, pour le monde de demain, moi, mon rêve, ça serait que justement, il y ait un peu plus ces valeurs dont on parlait tout à l'heure, de solidarité, de bienveillance, d'interdépendance, et que ça soit les institutions qu'on crée dans la société les intègrent, justement, pour qu'on soit vraiment une société à la fois du zéro déchet et de l'abondance partagée. Je pense qu'on vit sur une planète paradis et qu'en fait, il y a tout ce qu'il faut pour être heureux et pour en prendre soin. Je pense qu'il y a ça. Et après, concrètement, je pense que de revenir un peu à du local, et il y a des choses qui doivent être traitées à l'international, mais je pense que de recréer ces économies un peu plus locales où on reprend à refaire ensemble, on fait un peu plus avec ses mains, où on recrée de la solidarité, de la décision au niveau démocratique, justement au niveau local. Je pense que ça, c'est excitant parce que moi, je me rends compte là, dans un tout petit village, on doit être 300 et quelques. Quand tout le monde se connaît, c'est aussi plus facile parfois de se mettre d'accord. Je pense que voilà, d'avoir des projets de société où justement on met l'humain, la nature au centre et on apprend à décider, pas forcément aussi pyramidal que c'est aujourd'hui, et laisser les gens être un peu plus autonomes, je pense que ça peut être une vision plus durable, plus excitante. Et après, les leviers, je pense que c'est vraiment la connaissance de soi comme outil, que ce soit pour les enfants dans les écoles avec aujourd'hui tout ce qui est méditation. Il y a plein de choses qui permettent justement d'être plus altruiste, d'être plus présent. Et ça, je pense que voilà, de commencer aussi avec ces outils-là, les donner le plus tôt possible aux institutrices pour qu'elles les donnent aux enfants. Ça peut aller très vite. Donc, j'ai l'impression que voilà, la destruction elle est exponentielle, mais la prise de conscience, elle l'est aussi. Et on est dans ce moment-là, donc ça vaut le coup d'être sur Terre en ce moment. Il va se passer plein de belles choses. Oui. Et pour les avoir observées depuis 10 ans, j'ai l'impression que voilà, il y a quand même des choses qui vont pas bien, mais il y a aussi plein de choses, des signaux faibles qui commencent à émerger et devenir de plus en plus grands. Et une vraie révolution culturelle qui est en train d'arriver. Donc ça, c'est plutôt excitant. Très bien. Merci encore, Marc, de ton temps et de cet échange. Je rappelle que Enquête de sens est accessible sur YouTube et qu'on peut le voir et voilà, et qu'il est accessible facilement. Je rappelle aussi que ton lieu Espace Totem est aussi accessible, voilà, donc avec la possibilité de se reconnecter à soi et aux autres.
Merci beaucoup de ton temps encore aujourd'hui, Marc. J'étais ravie de cet échange. Merci à vous également de votre fidélité au quotidien. Et donc, je vous retrouve très prochainement sur un prochain live, donc en fin de mois. À très bientôt et très belle fin de journée. À bientôt. Merci, Marc.